Je m'intéresse au sujet de l'emploi, de la formation, de la valorisation des compétences et comment on peut, comment le numérique outille tout ça depuis pas mal de temps, puisque j'ai aussi bossé à la direction de l'innovation de Pôle emploi auparavant. Et du coup, je me suis proposé d'animer cette table ronde où on va voir comment effectivement la tech peut permettre d'accroître l'accès à l'emploi, plus précisément le numérique en réalité, dans sa capacité à relier, à créer des espaces pour rendre visible des offres, pour relier les personnes et puis pour pouvoir créer du sur-mesure en fait, parce que voilà, on se rend compte qu'on est de plus en plus capable à créer du sur-mesure en fonction des gens et du potentiel qu'on a en face de nous. Ce qui va nous permettre aussi d'abord de voir comment les structures on va dire classiques de l'emploi comme Pôle emploi, évidemment, ou comme SNC s'empare de ces outils. SNC, c'est Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis, on va aussi voir comment, d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Brieux, comment les formations qui peuvent exister et en quoi ça crée de l'emploi, ce numérique, ces nouvelles technologies, et puis ça crée de l'emploi accessible finalement. Et puis, on verra aussi comment c'est un outil d'accompagnement et d'inclusion des personnes. Et en filigrane, je pense qu'on verra poindre aussi toutes les limites parce que c'est bien beau toutes ces technologies, mais ça ne fait pas, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, donc c'est bien aussi d'avoir ça et de le garder à l'esprit pour, pour avancer plus sereinement. Mais avant de pouvoir laisser à chacun introduire un peu ces sujets, peut-être proposer aux uns aux autres, aux unes et aux autres, je devrais dire même, de se présenter. Maëlys, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Donc, Maëlys, campus manager de la White Coat School de Lyon. Je représente aussi Naël et Messipa de la Webforce 3, donc qui est aussi une école. Et je représenterai de manière générale le volet formation. Donc, Webforce 3 et la White Coat School, on est deux écoles qui forment donc, principalement au métier tech du numérique. Notre objectif, c'est de former, professionnaliser au métier tech, donc toute personne motivée afin qu'elle soit opérationnelle pour trouver un emploi sur le marché du travail. Ce qu'on entend par tech, pour faire très très court, c'est des métiers qui demandent d'avoir des compétences spécifiques, des compétences techniques. Donc on peut penser par exemple directement au métier de développeur, développeuse web, comparé par exemple à des métiers support comme la communication, RH notamment. Et toute personne motivée, parce qu'en fait, on n'a pas de condition d'âge, on n'a pas de condition de diplôme, on n'a pas spécifiquement de prérequis techniques. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la motivation et la réflexion du projet professionnel. Et puis, pour finir, un petit chiffre, parce que vous avez demandé des petits chiffres. Forcément, c'est des métiers qui recrutent, hein, principalement les métiers tech notamment. Et c'est pour ça qu'on forme sur ces métiers. Et donc un petit chiffre Pôle emploi, d'ici 2022, 191 000 nouveaux emplois seront à pourvoir du fait de la numérisation des métiers. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est présent en tant qu'organisme de formation. Merci Maëlys, on y reviendra. Sandrine, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour à tous. Donc moi, je suis ravie d'avoir été invitée à participer à cette table ronde. Donc moi, je suis Sandrine Jacob, je suis responsable de la transformation et plus particulièrement de la transformation digitale pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc moi, je ne vais pas vous parler des opportunités d'emploi dans le secteur du numérique. Alors normalement, vous devriez vous dire, bah, tiens, Pôle emploi est là pour nous parler des opportunités d'emploi. Mais comme il y a des super intervenants autour de la table qui vont vous parler de ça, bah, moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de la façon dont Pôle emploi mise depuis plusieurs années sur le digital pour créer de nouveaux services, pour faciliter la vie des demandeurs d'emploi et des entreprises. Concrètement, ces dernières années, il y a des services qu'on n'aurait jamais créés sans le digital. Il y a des services on n'a pas seulement dupliqué nos services qu'on fait en présentiel en digital, on a créé toute une offre de services en digital pour qu'elle puisse s'adresser et au public les plus autonomes, ce qui était notre cible de départ, et de plus en plus, on travaille à rendre accessibles des services spécifiques à des populations spécifiques. Voilà, on travaille sur des scripts adaptés à des personnes qui ne maîtrisent pas bien la langue française. Là, on est en train de travailler sur un projet aussi d'application mobile pour les jeunes qui sont une priorité du plan de relance gouvernemental. Donc voilà, le digital, moi, j'y crois. Je suis d'accord avec toi, Julien, il a des limites, mais les limites, c'est aussi notre job d'essayer de les repousser. Merci Sandrine, et je donne la parole à Ryan. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette table ronde aujourd'hui autour de sujets qui nous concernent tous et qui nous concerneront de plus en plus dans l'avenir. Un chiffre aussi, hein, vu qu'on donne tous un chiffre. Un chiffre, c'est aujourd'hui le manque à gagner lié aux discriminations à l'emploi, qui est aujourd'hui de 150 milliards d'euros. Donc ça fait quand même un gros chiffre, voilà, qui est dû justement aux discriminations. C'est une étude qui a été menée par France Stratégie, donc c'est leur rapport sur le coût économique des discriminations, qui date de 2016, donc j'imagine qu'aujourd'hui ça a peut-être même encore un peu augmenté. Et donc moi, je travaille chez Mosaïque RH, qui est devenu Fondation Mosaïque, qui œuvre pour l'inclusion, pour le recrutement inclusif. Donc on travaille sur du recrutement, sur du coaching de candidats, mais on a justement développé un outil numérique, comme Agathe le disait, qui permet de toucher du coup plus de monde dans des temporalités qui sont différentes, donc d'accentuer et d'augmenter notre impact, qui s'appelle diversifiervostalents.com. C'est aujourd'hui une plateforme de mise en relation que je pourrais un peu plus vous présenter tout à l'heure. Merci Ryan. Vincent ? Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Je me sens très vieux ce soir. Je suis le plus vieux puisque SNC, nous avons 36 ans et à l'époque, on était la seule organisation mobilisatrice de citoyens en disant tout le monde peut donner de son temps et partager un peu de ses revenus pour lutter contre le chômage. Et aujourd'hui, on est 2500 bénévoles répartis à peu près dans 80 départements qui accompagnons ce qu'on appelle, nous, des chercheurs d'emploi. Et moi, le chiffre que j'aurais envie de citer ce soir, c'est 1. Parce que je pense que chacun d'entre nous, on a une vraie responsabilité en la matière pour aider les personnes, les accompagner dans leur retour à l'emploi. Et puis, quand je parle des personnes, je parle d'un chercheur d'emploi, plus une chercheuse d'emploi, plus un autre chercheur d'emploi. Et c'est chacun qui doit trouver sa réponse au travers du digital. Et ça, c'est peut-être une des limites qu'on pointera tout à l'heure. En tout cas, nous, à SNC, on a mené une réflexion en 2015, donc c'est déjà très ancien, sur la stratégie digitale de l'organisation. Et c'était extrêmement important parce que c'est ce qui nous a permis de créer plus d'horizontalité, de liens entre les bénévoles, qu'ils soient de Strasbourg à Rennes, en passant par Marseille, Lille, Bordeaux, et partout en France. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, l'horizontalité. Et puis surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est donner plus la parole aux chercheurs d'emploi dans le débat public, qu'on appelle à SNC le plaidoyer. Et donc, avec le soutien de Pôle emploi, il y a maintenant 4 ans, on a créé une première plateforme qui s'appelait Expression, et je reviendrai dessus tout à l'heure, et c'est ce qui nous permet, grâce à des éclairages individuels de chaque chômeur qui s'exprime sur une plateforme, pour dire quelle est sa proposition, quelle est son offre pour faire évoluer le service public de l'emploi, mais aujourd'hui, pas que, aussi les politiques, et j'en reparlerai. Je pense qu'on peut arriver à faire plein de choses, même si
il faut que le digital soit complété de présentiel, parce que j'en parlerai aussi, mais tout le monde n'a pas encore accès au digital. Merci Vincent. Et pour terminer, je laisse la parole à Armand. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde et surtout pour l'organisation de folie qui a été faite en amont. Donc moi, je m'appelle Armand, je travaille dans une association qui s'appelle Diversity Days, qui est une association d'égalité des chances dans le numérique. Et notamment, mon rôle dans cette association, c'est de copiloter un programme du nom de Déclic numérique qui a pour vocation de faciliter la reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi vers les métiers du numérique. En fait, le constat de départ, c'est de se dire que ce secteur est porteur et je pense que beaucoup des personnes qui sont présentes dans l'Assemblée aujourd'hui ont conscience en fait du fait qu'il s'agisse d'un vivier d'opportunités et pour autant, une grande partie de la population aujourd'hui en reste très éloignée. En fait, on a mené une étude, Diversity Days, en partenariat avec Pôle emploi l'an dernier et on a réalisé que lorsqu'on réside dans un quartier populaire de la ville, on a 30% d'appétence en moins à candidater ou en tout cas à se tourner vers les postes qui sont dans le numérique. Et du coup, on s'est interrogé sur les manières en fait de réduire ce chiffre et de faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui sont affectées par la crise économique qui est liée à la COVID-19 puissent donner un nouvel élan à leur parcours et puissent utiliser le numérique pour donner un nouvel élan à ce parcours. Et en fait, du coup, on a monté un programme vraiment pour les accompagner tant sur la compétence numérique. Et Vincent vient d'évoquer le fait que tout le monde n'avait pas accès aujourd'hui au numérique, que sur les manières de rentrer dans les entreprises autour du numérique. Donc, en fait, la visée de ce programme, de ce parcours et par extension des autres actions de l'association, c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans le monde numérique. Eh bien, merci Armand, ça fait de beaux sujets en perspective dans le temps qui nous est imparti. Et pour commencer, je vais me tourner vers Sandrine pour savoir si tu peux nous dire comment justement Pôle emploi crée et adapte ses outils digitaux pour être en phase justement avec le besoin utilisateur, en sachant que vous utilisez des méthodes assez innovantes proches des startups. Donc, si tu peux nous en dire un mot, c'est pas assez su. Ok, merci. Eh bien, notre secret, alors je peux dire que c'est un secret parce que du coup, il est pas très connu, c'est pas l'image qu'on a. Eh bien, en fait, c'est que cette création de services digitaux, nous ne la faisons pas tout seul en mode dans notre coin avec des œillères. On utilise, comme tu le dis, donc l'open innovation, c'est-à-dire qu'on crée, on co-crée tous nos services digitaux, donc avec des partenaires qui sont des acteurs de la sphère de l'emploi, soit du service public de l'emploi, soit aussi des DRH qui travaillent avec nous. On le fait aussi avec des startups de la tech. Donc, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que Pôle emploi travaille avec des startups de la tech. Au début, c'était assez surprenant pour nous. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Donc, on incube des startups. On a des startups aussi qui viennent témoigner dans nos labs d'innovation. Et puis, on fait aussi de l'incubation interne. On a des collaborateurs qui deviennent des startups d'État. Et puis surtout, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'en fait, on crée ces services avec les usagers. Et donc, en plus d'être responsable du digital pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, moi, je suis aussi responsable du lab d'innovation. Et tous les mois, on organise des sessions de créativité avec des usagers pour co-construire nos services avec eux. Et pas plus tard qu'au mois de novembre, dans le cadre du plan de relance, on a fait une session avec des jeunes sur quel réseau social ils avaient envie que Pôle emploi leur parle. Et nous, on était partis dans nos délires. Bon, moi, perso, j'ai 44 ans, donc avec une fille de 16 ans. Donc, j'étais partie dans un certain délire qui n'était pas du tout le bon. Et en fait, les jeunes nous ont plutôt recadrés sur une stratégie qui était plutôt plus sage. Et donc, c'est pas plus mal parce que sinon, on aurait dépensé de l'argent public pour faire un truc qui finalement n'aurait pas répondu aux besoins des jeunes. Donc voilà, pour moi, pour coller aux besoins, il y a rien de mieux que de demander aux gens directement ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé toute une plateforme qui s'appelle Emploi Store. Donc, c'est une plateforme digitale sur laquelle il y a plus de 300 services digitaux qui ont été créés par des collaborateurs de Pôle emploi, par des usagers, par des startups, par des partenaires.
Et puis, pour répondre à ta deuxième question, hein, comment on s'adapte, parce que c'est bien beau de créer des services, mais surtout, il faut s'adapter. Eh bien, en fait, on suit les usages, donc tout comme toute entreprise qui a un site internet. Donc, on suit les usages et on essaie de coller au plus près de ces usages. Donc, par exemple, depuis 2019, en 2019, on s'est rendu compte qu'on avait franchi un cap, c'est-à-dire que plus de 50% des connexions qui sont faites à nos services digitaux en fait, sont faites à partir de smartphones et non plus à partir de PC. Donc, on a depuis cette date-là complètement retravaillé toute notre stratégie et toute l'ergonomie de nos sites pour être plus facilement accessibles sur les smartphones. Et donc, on a bien fait puisque aujourd'hui, il y a plus de 75% des connexions à nos services qui sont faites sur des smartphones et par des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien le digital et qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française. Donc, on fait souvent des focus group avec des usagers pour travailler les couleurs, voilà, et pour qu'ils soient le plus à l'aise possible sur nos services. Voilà. Super, merci Sandrine. Et du coup, en parlant d'usagers, je me tourne vers Vincent qui avec SNC, ont créé une plateforme qui s'appelle Expression. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire deux mots, savoir comment les chercheurs d'emploi sont engagés dans la démarche et ce que ça a pu produire. Oui, alors il y a 4 ans, on a proposé justement à Pôle emploi de travailler ensemble. On a la chance de participer à ce qui s'appelle des comités de liaison chez Pôle emploi. C'est en gros des comités de parties prenantes. Donc il y a quelques associations qui participent et les organisations syndicales dans chaque département et au niveau national. Et SNC, donc on est membre dans environ une cinquantaine, on participe dans une cinquantaine de départements et au niveau national à ces comités de liaison. Et on a proposé à ce moment-là donc de travailler à ce que Pôle emploi appelle la remontée des irritants. Les irritants, c'est les dysfonctionnements, en gros, de Pôle emploi. Et à ce moment-là, on a dit à Pôle emploi, nous, ce qui nous intéresserait, c'est de lancer un projet dans lequel on puisse inviter les chercheurs d'emploi à s'exprimer directement sur ces irritants. Non pas pour critiquer, ça ne sert à rien de critiquer, mais chercher à faire avancer un petit peu plus vite le mammouth et à le faire progresser. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un irritant qui est levé, on invite les personnes à faire des propositions très concrètes, et ça nous permet, nous, comme organisation, aux bénévoles de SNC, dans les départements où on participe à des comités de liaison, d'aller chercher ce qui a été pointé dans chacun des départements et dans chaque comité de liaison de dire nous, voilà ce qu'on constate dans notre département, voilà la proposition que nous aimerions bien faire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, évidemment, au niveau national, on peut évidemment tout consolider. Ensuite, ce qui est très drôle, c'est qu'on a utilisé cette plateforme, donc Expression au pluriel SNC, et on l'a utilisée pour faire des enquêtes thématiques. Et la première enquête qu'on ait faite, c'est une enquête sur le frein à l'usage du digital via une plateforme digitale. Donc, c'était intéressant de questionner les gens sur les freins qu'ils avaient par rapport à cet outil. Et ça nous a permis d'aller voir Pôle emploi et de dire, mais finalement, il serait peut-être pas inintéressant de tester telle ou telle chose. Ensuite, on a fait une enquête sur la santé des chômeurs, une autre sur les seniors et le chômage. Et ça alimente en fait notre rapport annuel de plaidoyer, puisque chaque année, le 3e jeudi de septembre, on publie un rapport sur des thématiques qu'on considère être des thématiques orphelines des politiques publiques. Et donc, ces rapports sont alimentés de ces expressions de chercheurs d'emploi, puisqu'à SNC, on parle de chercheurs d'emploi. On termine très brièvement en disant que depuis maintenant 18 mois, cette plateforme est devenue un outil qu'on met au service d'autres organisations sur des thématiques que l'on partage. Par exemple, depuis 18 mois, on a mené une opération à 5 grands réseaux associatifs avec des organisations syndicales sur la réforme de l'assurance chômage, qu'en pensez-vous, etc., etc. Ça nous permet d'avoir département par département, code postal par code postal, quartier par quartier, les remontées des chercheurs d'emploi et d'aller voir ensuite, en l'occurrence, donc ça c'est le ministère du Travail,
en lui disant voilà les impacts que vont avoir, selon les chercheurs d'emploi, la réforme qui va être mise en place. Enfin, nous menons actuellement une nouvelle enquête sur la santé des chômeurs, que l'on fait en partenariat avec Territoires zéro chômeur de longue durée, la Cravate solidaire et Force Femmes. Voilà. Ça, c'est une enquête dont on sortira les conclusions au cours de l'été et qui va nous amener en fait à lancer une enquête digitale européenne sur le sujet de la préoccupation qu'ont les citoyens européens par rapport à cette problématique de santé au chômage. Est-ce que le chômage dégrade la santé des personnes? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les propositions? Si ça empêche les chômeurs de retrouver du travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Et aujourd'hui, on sait que le chômage est à l'origine d'environ 14 000 suicides par an en France. Et ça, c'est terrible. Et donc, en fait, on a tous une responsabilité sur le sujet. Et au moins, le fait de faire s'exprimer les personnes peut peut-être contribuer à un mieux-être. Et ça nous paraît extrêmement important. Enfin, cette plateforme aujourd'hui, cette plateforme aujourd'hui, et j'en terminerai là, on l'utilise en vue de la campagne des présidentielles avec une quinzaine d'organisations pour donner la parole aux chercheurs d'emploi. Et on sortira à la rentrée un livre blanc. En gros, le digital nous permet aujourd'hui de collecter les propositions des personnes et d'aller voir les pouvoirs publics, alors évidemment le service public de l'emploi pour ce qui nous concerne directement, mais plus largement les parlementaires, on est auditionnés assez régulièrement, et de dire mais voilà ce que nous disent les chercheurs d'emploi. Ce que nous disent les chercheurs d'emploi lors des accompagnements, puisqu'on accompagne 4000 personnes en permanence et que donc on entend plein de choses. On a cet outil digital et en parallèle, on a mené des ateliers d'expression collective dans les territoires, en physique. Et ça, c'est aussi extrêmement important, notamment dans les zones blanches, parce qu'il y a encore des zones blanches en France. Et ça permet à des personnes en milieu rural de s'exprimer aussi. Et on retransmet ça dans nos outils digitaux. Et après, ça nous permet d'alimenter nos campagnes de plaidoyer locaux ou régionaux ou nationaux. Super, merci beaucoup Vincent. On va maintenant s'intéresser plus aux questions des formations et je me tourne vers Armand pour savoir si tu peux nous présenter le programme Diversity Days que tu as brièvement évoqué tout à l'heure et où vous en êtes et à qui il s'adresse surtout. Oui, tout à fait. En fait, c'est un programme qu'on a imaginé donc, assez récemment, l'an dernier, lorsque la crise économique, la crise sanitaire nous a frappé. On s'est interrogé en tant qu'association d'égalité des chances. Ça faisait plusieurs années qu'on montait des programmes à destination des entrepreneurs pour les accompagner sur la montée en compétences relationnelles notamment, donc ce qu'on appelle les soft skills. On s'est dit comment est-ce qu'on peut accompagner ceux qui vont être frappés par la crise économique à venir, donc les demandeurs d'emploi, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que le numérique leur serve de levier, de tremplin en fait dans leur parcours. Et je te remercie d'avoir évoqué, d'avoir fait cette transition en parlant de l'angle de la formation, parce que justement, on s'est dit aujourd'hui, il manque cette passerelle qui va connecter un demandeur d'emploi qui s'interroge sur l'univers numérique, ou en tout cas sur la suite de son projet professionnel, à ces organismes de formation qui peuvent permettre de se préparer à un métier dans le numérique. D'ailleurs, parlant de ces organismes de formation, j'en vois plusieurs dans la salle. Il y a Wild Code School, par exemple, Webforce 3 aussi, j'ai vu que Naël était là. Mais voilà, l'idée, donc, c'est de pouvoir rapprocher les demandeurs d'emploi de ces organismes de formation ou directement d'emploi qui sont accessibles déjà dans la région où ils sont.
Donc, en fait, le programme Déclic numérique, c'est un programme qui est itinérant. On va de région en région. Donc, en ce moment, à l'instant où je vous parle, on est en train de déployer l'action en Auvergne-Rhône-Alpes. On... on a été en Occitanie en fin d'année dernière et on va aller en Bourgogne-Franche-Comté dès le mois prochain. Mais on va de région en région parce qu'on veut être au plus près aussi des demandeurs d'emploi qu'on va accompagner. On sait que la mobilité, c'est aussi un facteur qui est clé dans le choix de son orientation professionnelle, le choix de sa formation, le choix de son métier. Et c'est pour ça qu'on a cette approche territoriale. Et en fait, on a mis en place une solution digitale, pour le coup, donc 100% en ligne, où les participants peuvent accéder à un ensemble de services, de ressources qui vont leur permettre de découvrir cet univers du numérique, de s'orienter et vraiment de faciliter cette reconversion. En fait, il y a aussi un autre volet, je viens de vous parler de la mobilité, mais il y a aussi un autre volet auquel on croit énormément, c'est le volet de l'inspiration et surtout de l'identification. En fait, on s'est dit pour que ces personnes puissent se tourner vers les métiers du numérique, il faut qu'elles puissent s'identifier à d'autres personnes qui ont déjà fait ce pas-là. Donc, c'est des personnes que nous, on appelle des rôles modèles qui sont issus de la diversité. Quand on dit issus de la diversité, c'est vraiment au sens large. Ça peut être quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire, qui vient de zone rurale, qui est en situation de handicap, qui en fait a pu être victime de discrimination de par ses différences. Et on se dit, on met en avant sur scène, donc c'est un événement qu'on fait sur les réseaux sociaux, on met en avant des personnes qui ont eu un parcours atypique, enfin qu'on considère comme étant atypique aujourd'hui en tout cas, mais qui ont su rebondir à travers le numérique. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Diversity Days, par exemple, et de regarder le live du dernier lancement qu'on avait fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pourrez découvrir le parcours de Damien, qui, après un BAFA, a réussi à se tourner vers les métiers du numérique, ou encore Dailaï, qui était chef pâtissier, puis qui a décidé de se tourner justement en tant que développeur cloud. Donc, en fait, c'est le parcours de personnes qui ont pu se tourner vers ces métiers-là. Et derrière, après cet événement de lancement, on donne l'accès à cette plateforme aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits et qui vont pouvoir accéder donc à un ensemble de ressources. Je fais un peu du spoil sur ce que va peut-être annoncer Ryan tout à l'heure, mais parmi ces ressources, il y a diversifier vos talents. Parmi les ateliers de montée en compétences, il y a la possibilité justement d'avoir accès à des intervenants de Pôle emploi, par exemple, qui vont présenter les métiers du numérique, les formations qui existent, de pouvoir travailler sur ces soft skills, ces compétences relationnelles, identifier les forces qu'on a déjà, en fait, qu'on a pu développer dans d'autres carrières, dans d'autres parcours. Parce que le but, ce n'est pas du tout de les gommer ni de les effacer. Et ce que je dis, ce que je reprends des mots d'un des intervenants de la session de la semaine dernière, c'est vraiment ne pas gommer les expériences passées, mais vraiment savoir les valoriser pour pouvoir les mettre en avant. Et dans le numérique, il y a beaucoup de compétences en dehors du code qui sont très utiles, qui sont très utilisées. Et ça, il faut le mettre en avant. Et le parcours, outre l'accès à l'orientation, à la formation, à l'emploi, il permet aussi aux personnes de regagner confiance en elles, de regagner confiance en leurs compétences, en leur parcours, et vraiment d'identifier qu'il n'y a pas d'âge pour se jeter dans le numérique. On peut le faire à 16 ans, 18 ans, 55 ans, il n'y a vraiment aucune limite sur ça. Et ce qui est très touchant dans leur accompagnement, c'est ce qu'on voit, parce que les personnes, on les voit tous les jours, on les voit évoluer tout au long du parcours, et on voit qu'elles prennent conscience, qu'elles ont cette prise de conscience de dire ah oui, bah, moi j'ai 57 ans, bah ouais, je peux enchaîner dans les parcours du numérique, je peux toujours construire un projet professionnel. Il y a un d'entre eux qui disait ça il y a 2 jours sur LinkedIn, qui disait bah ouais, j'ai 57 ans, donc en fait, je suis encore en train de réfléchir à un projet professionnel sur 10 ans. Et 10 ans, c'est pas rien, c'est quelque chose, on peut faire plein de choses. Et c'était super touchant de le voir se projeter sur ce métier-là. Et du coup, à la fin de ces ateliers de montée en compétences qui sont en ligne, donc, en fait, qui sont vraiment à la carte. Les gens peuvent choisir, tiens, cet atelier, il est dans le parcours qui m'intéresse, il est sur les soft skills, il est sur l'utilisation des outils numériques, il est même sur l'entrepreneuriat. Ça me parle, bah, je vais le suivre. Ah, tiens, c'est dommage, je n'étais pas disponible à ce moment-là. Bah, c'est pas grave, je pourrais le consulter plus tard, parce qu'ils sont en replay, ils sont accessibles de manière différée. Et en fait, c'est vraiment non pas la personne qui doit s'adapter au parcours, mais le parcours qui s'adapte à l'utilisateur, au demandeur d'emploi. Et ça, on s'est dit que c'était aussi une force pour pouvoir accompagner les personnes vers ces métiers-là. Et à la fin de ce parcours, ils peuvent justement rencontrer dans un salon en ligne des organismes de formation. Et je suis ravi de dire que Wild Code School en fera partie. Webforce Merci également. beaucoup, Armand. Du coup, on va justement
rebondir en donnant la parole à Maëlys, mais par contre, n'hésite pas à partager les différents liens dont tu as parlé pour que chacun puisse creuser les sujets. Tout à fait. Comme le temps tourne vite, je te laisse la parole, Maëlys. Si tu peux nous parler de ce que vous faites avec Wellcome School, pardon, c'est dur à dire, hein, ou avec WebForce 3, et notamment comment vous arrivez à vous adapter aux besoins du territoire et si des grandes tendances en termes de besoins dans le numérique se dégagent. Alors, pour ta première question sur comment on fait pour s'adapter aux besoins du territoire, généralement, je reprends un peu le mot d'Armand, mais c'est en créant des passerelles, notamment avec les entreprises, et en fait, en créant vraiment un lien avec l'écosystème du numérique. Par exemple, avec des structures qui fédèrent l'écosystème, donc des grosses structures comme des clusters, comme le cluster Digital League, ou alors, par exemple, l'asso Cuisine du Web, dans lequel on est adhérent, où là, voilà, ils organisent plein d'événements avec des entreprises, des écoles, etc. Il y a aussi des échanges avec des entreprises, des cabinets de recrutement. Donc, ça peut être de plein de manières différentes, que ce soit de l'envoi de questionnaires ou plutôt des échanges directs qui permet vraiment de faire un recueil de besoins et de connaître vraiment les technologies à privilégier. De même pour les cabinets de recrutement, savoir en fait, OK, vous avez des clients, vos clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin actuellement, qu'est-ce qu'ils recherchent, notamment en termes de technologie, et pour nous, qu'on puisse s'adapter. Et l'idée, c'est de créer une relation de confiance pour aussi faire évoluer un petit peu les mentalités des entreprises, parce que c'est vrai que les entreprises, elles peuvent avoir un peu un carcan, je veux du bac+5 ingénieur. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de créer cette relation de confiance pour qu'ensuite les entreprises évoluent dans leur perception des personnes qui sont en reconversion. Et puis, l'idée, c'est aussi de donner accès à nos formations au plus grand nombre. Donc, on travaille aussi avec des prescripteurs du service public de l'emploi. Donc, voilà, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, AGETIP pour le côté plus handicap, les régies de quartier pour tout ce qui est QPV. Et l'objectif global de tout ça, c'est vraiment d'avoir un travail de réflexion, un travail de collaboration, toujours créer des passerelles en fait, pour s'assurer que vraiment nos formations, elles s'adaptent aux besoins du territoire et qu'en même temps, elles puissent être accessibles au plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup, Maëlys. C'est très clair. Dans l'idée de s'adapter aussi et de se rendre visible et accessible au plus grand nombre, Sandrine, je crois que avec Pôle emploi, vous ouvrez vos données justement et vous les mettez à disposition d'autres acteurs. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Donc oui, effectivement, Pôle emploi met à disposition ces données, hein, et on essaye d'être exemplaire sur cette démarche d'open data qui est aujourd'hui demandée à tous les établissements publics. Donc en gros, on a un peu plus d'une trentaine d'API. Donc les API, c'est des briques de données. Donc je donne quelques exemples, hein. Donc il y a toutes les formations, toute l'API sur le marché de l'emploi, mais en fait l'API qui intéresse le plus et qui a le plus de valeur, c'est celle sur les offres d'emploi. Et cette brique, eh bien, nous la partageons. Alors, on va dire que on la partage avec un certain nombre d'acteurs. Et ce qui intéresse en fait les acteurs avec lesquels on la partage, c'est qu'en fait, il y a non seulement les offres qui sont actuellement diffusées sur pôle emploi.fr, par Pôle emploi et ses partenaires, mais aussi à tout l'historique des offres qu'on a traitées depuis je ne sais combien d'années. Donc, en gros, il y a une brique qui représente 40 millions d'offres et ça permet de faire des analyses fines si on veut travailler un petit algorithme.
Et donc, pour vous donner des exemples d'acteurs qui utilisent ces API, qui utilisent nos données, donc bien évidemment, il y a des startups. Donc, à la base, on a créé ce catalogue de données surtout pour permettre à des startups de créer des services que nous, on n'était pas forcément en capacité de créer et qu'on n'avait pas forcément l'idée de créer. Donc, il y a un service qui a été créé que moi, j'aime bien qui s'appelle La Bonne Boîte. En fait, c'est un petit algorithme prédictif qui permet de vous dire où est-ce que, si vous faites des candidatures, vous avez plus de chances que ça marche. Donc, c'est quand même pas bête quand on est demandeur d'emploi de faire des candidatures spontanées là où c'est susceptible de marcher. Donc, ça analyse les déclarations préalables à l'embauche qui ont été faites par les entreprises de ce secteur d'activité, de ce secteur géographique. C'est moins connu, mais on a aussi des gros job boards qui utilisent nos données, donc, et pas des moindres, hein, Région Job et puis LinkedIn. Qui utilisent nos données. Et puis, un autre type d'utilisateur qui, moi, me tient à cœur, ce sont les collectivités territoriales, parce que je trouve que l'action publique, elle est efficace quand on se met tous autour de la table et qu'on met tous nos efforts au service des citoyens. Et il n'y a pas que Pôle emploi, bien évidemment, Pôle emploi est connu par un certain nombre de demandeurs d'emploi, mais il y a des gens qui vont rentrer, et notamment dans la période actuelle qu'on est en train de vivre, il y a des gens qui vont rentrer par une autre clé d'entrée, qui par exemple vont aller regarder le site de leur mairie. Moi, je pense beaucoup aux gens qui vont regarder le site de leur mairie pour notamment bénéficier d'aides sociales. Et là, je suis en train de faire avec mon équipe donc toute une campagne de promotion de l'API offre d'emploi de Pôle emploi auprès des communautés de communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les inviter à implémenter nos offres. En plus, c'est gratuit et puis on a dans l'équipe un apprenti qui est en capacité d'implémenter ça directement sur leur site. Donc, c'est une solution clé en main qu'on propose aux élus pour pouvoir donner à un maximum de citoyens accès aux offres d'emploi. Donc, voilà. Donc, du coup, la Tech for Good porte bien son nom. Hein, c'est tout ça, c'est au service du bien commun. Merci Sandrine. Et je vais donner la parole maintenant à Ryan qui ne s'est pas encore exprimé pour qu'il puisse nous présenter justement la plateforme dont Armand nous a parlé. Et désolé pour il y a un truc qui vous présente Lino au passage. Ouais. Je te laisse la parole, Ryan. Merci Julien, c'est gentil. Donc tout à l'heure Armand il a fait un peu de teasing sur diversifiezvostalents.com. Merci Armand. Du coup cette plateforme là, en quoi elle va répondre aux questions de lutte contre les discriminations. Elle répond déjà à 3 enjeux. Lutter contre les biais cognitifs qui sont aujourd'hui une des grandes causes. On en a tous des biais, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir lutter contre. Une des grandes causes des discriminations. Permettre aux personnes de promouvoir et de révéler leurs talents, donc leurs soft skills. Quand on parle de soft skills, on parle de compétences humaines. Et ensuite, les mettre en relation avec des recruteurs. Donc, comment cette plateforme, elle fait ça? Tout d'abord, grâce à des tests de personnalité qu'on passe à l'entrée. Donc, c'est une plateforme comme Indeed, pour vous donner un peu un ordre d'idée, où il y a des offres d'emploi des candidats, sauf que les candidats vont passer des tests de personnalité à l'entrée et de motivation, et que le recruteur, lui, avant même d'avoir accès au CV, il va d'abord avoir accès aux analyses de ces tests-là. D'accord ? Le candidat, lui aussi, va avoir accès à ces analyses. Ce n'est pas uniquement passer des tests pour que les recruteurs aient plus d'informations, mais c'est vraiment avoir accès à ces résultats pour pouvoir déjà identifier ses soft skills, parce que ce n'est pas forcément évident de les identifier par soi-même, et pouvoir ensuite les valoriser et les implémenter dans son argumentaire d'entretien. Donc ça va leur permettre de mieux se connaître, de mieux se positionner sur le marché aussi, et voir dans quel type de métier ils vont pouvoir utiliser ces soft skills-là. D'un autre côté, il y a aussi un élément, c'est un phénomène de matching. En fait, on utilise un algorithme de matching qui va, en fonction des résultats des tests, de l'analyse du CV du candidat et des mots-clés de l'offre d'emploi, faire ressortir pour les candidats 5 offres qui sont en lien avec son profil. Bien sûr, il a quand même un outil pour pouvoir rechercher des offres si ces offres-là ne l'intéressent pas. Et côté recruteur, lui, dès qu'il poste une offre, il a une vingtaine de candidats qui ressortent avec un pourcentage de compatibilité avec son offre, en sachant qu'il a 3 patchs qui sont disponibles. Donc, il y a le patch emploi franc,
donc pour pouvoir identifier les candidats qui sont éligibles aux emplois francs. Il a le patch également soft skills évalués, donc si la personne a passé les tests de personnalité. Donc tout de suite, ça montre que la personne elle est un peu plus motivée quand elle va sur la plateforme. Et également, maintenant, il y a un nouveau patch qui est en train d'être développé, c'est le patch GEN, donc Grande École du Numérique, quand ce sont des étudiants qui sont issus de la Grande École du Numérique. Merci beaucoup, Ryan, pour cette présentation détaillée. Je crois que le lien a été mis par Agathe dans le chat, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Oui, juste petite information, excuse-moi Julien, Vas-y. c'est que c'est totalement gratuit pour les candidats comme pour les recruteurs. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire, passer les tests, conseiller à des personnes qui sont en recherche d'emploi aussi de le faire. Et il y a pas mal de partenariats qui ont été montés. On a dessus des grandes entreprises comme Sanofi, Free, qui sont financeurs sur cette plateforme et qui postent automatiquement sur la plateforme. Mais il y a également les métiers, des métiers du numérique, des métiers commerciaux. Mais aussi, on a signé un partenariat aussi avec le secrétariat de l'État où vous avez aussi des fonctions d'État qui sont disponibles dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à poser des questions si vous en avez. Merci, Ryan. Et du coup, en termes justement de conviction auprès des entreprises, Armand, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, d'après toi, quels sont les arguments ou en tout cas ce qui pourrait convaincre une entreprise justement de recruter différemment et sur d'autres formes de compétences, justement? Je pense qu'avant tout, c'est une question de prise de conscience, dans le sens où il y a de plus en plus d'études aussi qui sortent pour montrer que la diversité est quand même source de performance. En fait, avoir des personnes qui ont des bagages différents, des parcours différents, des regards différents, c'est aussi ça qui va permettre d'apporter des solutions différentes à des problèmes qu'on peut rencontrer, notamment en entreprise. Donc, je pense que le premier critère, en fait, il est vraiment sur cette prise de conscience et si jamais le recruteur a un regard très, on va dire, pragmatique, très orienté sur le résultat, c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Donc, je pense que c'est la principale chose. Ensuite, bon, je pense que aussi, c'est peut-être plus une conviction personnelle, une question de bon sens, dans le sens où plus on arrive à s'entourer d'une équipe diversifiée, de personnes qui ont des regards différents. Enfin, moi, j'ai la chance de le voir au quotidien, hein, tant auprès des personnes qu'on accompagne que des personnes qui sont engagées sur Diversity Days, au sein de Diversity Days et aussi avec les différents partenaires avec lesquels on évolue. Cette diversité de regards, d'approches, de compréhension des sujets, c'est vraiment quelque chose qui fait une force et je pense que c'est la première chose que je dirais à un recruteur qui s'interroge sur la manière de recruter de manière plus ouverte. Ok, merci beaucoup. Et du coup, du côté des chercheurs d'emploi, disons, ou des candidats, Maëlys, vous, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les prérequis sur lesquels vous sélectionnez, la manière dont vous sélectionnez justement les candidats à l'entrée dans vos écoles? Alors, on n'a pas vraiment de prérequis techniques. On va plutôt s'intéresser aux compétences transversales, donc par exemple la logique, la capacité à résoudre des problèmes, et forcément, comme je le disais au début, la motivation. C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Il faut vouloir se donner à 100%, il faut se préparer au fait que il y aura des hauts, il y aura des bas, il faut avoir réfléchi son projet. Moi, je dis souvent qu'il faut s'être projeté dans le métier, il faut avoir fait des exercices et il faut se dire, OK, je me vois bosser sur ça pendant 35 heures, 40 heures par semaine. Je me vois en faire mon métier, en fait. C'est vraiment ça. Et si vous vous dites ça, faut y aller, c'est banco. Pour moi, c'est vraiment, enfin, pour nous, c'est ça la clé. Euh, il, faut, euh, il faut aussi être curieux, c'est ça aussi qui nous intéresse, la curiosité, aimer travailler en groupe. Ça fait aussi partie de l'ADN de nos formations. Vouloir aimer travailler de manière autonome, apprendre à apprendre,
mais aussi en même temps avoir l'esprit d'équipe, vouloir partager ses connaissances, être dans l'entraide. On a aussi des solutions de financement parce que pour pouvoir ouvrir nos formations au plus grand nombre, parfois voilà, les personnes ne peuvent pas forcément financer les formations. Donc, par exemple, on a des formations qui sont financées par la région, qui sont financées par Pôle emploi. On parlait aussi tout à l'heure du plan d'investissement dans les compétences. Donc, il y a aussi du financement plutôt pour les personnes qui n'ont pas le bac, qui sont infra-bac. Voilà. Donc, ça permet aussi d'ouvrir nos formations à d'autres types de publics. Après, en termes plutôt de sélection, c'est principalement sur la motivation, comme je disais, et puis quand même sur des exercices logiques. Après, voilà, il faut connaître nos écoles, donc avoir fait une réunion, suivi une réunion d'information, avoir fait un entretien de motivation, des exercices logiques, et puis un entretien pratique avec le formateur. Et puis, juste pour rebondir sur la dernière question que tu m'avais posée, auquel je n'ai pas répondu par rapport aux tendances, nous, on encourage à suivre les actualités. Alors, il y a plein de tendances, mais sur la formation et sur les tendances des prochaines années, il y aurait toujours le développement, principalement spécialisé sur des langages spécifiques en termes de développement web, sur les objets connectés aussi. Ça, c'est une tendance. Et aussi sur du mobile. Voilà, donc ça, c'est des choses à aller voir. Et après, des choses à d'autres domaines, les données, l'intelligence artificielle, comme data analyst, data scientist, développeurs, développeuses IA, qui demandent à chaque fois des degrés de compétences différentes. La cybersécurité, ça aussi, qui demande de maîtriser déjà de la programmation, par exemple. Donc, c'est intéressant d'abord aussi connaître ses propres compétences pour pouvoir aller dans ces domaines-là. Et puis, il y a aussi le cloud, qui est aussi un domaine à suivre. Et aussi, dernière chose, après je finis, les soft skills. On en a parlé déjà, mais les soft skills, c'est vraiment super important parce que les entreprises actuellement, elles cherchent des techs, mais elles cherchent aussi des personnes qui ont un savoir-être, qui ont des compétences transversales et des capacités relationnelles. Ça peut être plein de choses, mais c'est pour ça que d'avoir déjà travaillé, d'avoir fait d'autres choses, il faut l'utiliser parce que ça va vraiment vous aider à avoir de la matière, à être encore plus légitime sur le marché du travail. Et nous, en tant qu'organisme de formation, on forme aussi sur ces soft skills-là. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à penser quand on veut travailler dans les métiers du numérique. Merci beaucoup, Maëlys. Et du coup, on a déjà un peu dépassé le temps. On va s'accorder encore 3-4 minutes. Juste pour parler quand même des limites, Vincent, tu as pointé dans ton propos introductif le fait que tout le monde n'a pas accès au numérique, aux technologies. Du coup, j'aimerais bien te laisser la parole, mais si tu peux essayer d'être très succinct, ça serait super avant de demander à Ryan son avis aussi là-dessus. Oui, donc nous, historiquement, les rendez-vous d'accompagnement que l'on fait, on les fait dans les bistrots, en physique, en présentiel, parce que, et aujourd'hui, donc avec les confinements successifs, on a été obligé de développer du digital. C'est très bien, ça marche, les gens retrouvent du boulot, on reste à 60% de personnes accompagnées qui retrouvent en 9 mois, mais il manque quand même tout le non-verbal, tout le off, entre guillemets, qui ne transparaît pas au travers des outils digitaux. Et ça, c'est extrêmement important, notamment pour les personnes qui ne sont pas ou peu qualifiées, notamment pour celles que Pôle emploi qualifie de invisibles. Voilà. Et ces gens-là, il faut qu'on aille les chercher un par un dans les cages d'escalier, dans les marchés, chez Decathlon, dans les halls d'accueil, parce qu'ils viennent postuler pour voilà, avoir un boulot chez Decathlon ou dans la grande distrib, et ils viennent amener leur CV, mais il faut qu'on aille chercher les personnes une par une. Et ça, le digital, aujourd'hui, ne nous le permet pas. Et j'en termine en disant qu'il y a encore des zones blanches où les téléphones et les smartphones ne passent pas. Et ça, c'est pas normal, quoi. Merci beaucoup, Vincent, y compris d'avoir respecté la minute. Ryan, pour terminer sur justement l'accompagnement, vous vous accompagnez beaucoup via les différents outils, plateformes et ainsi de suite. Mais
rien n'enlève la rencontre physique. Bah, comme tu l'as dit, rien n'enlève la rencontre physique, le contact humain. Même si je pense qu'on est tous contents que le digital nous ait permis de faire face à certaines problématiques, parce que sinon on aurait tous été un peu dans la mouise. Bien Voilà. sûr. On s'est tous adaptés les uns et les autres, mais on voit aussi les limites. Le digital, c'est sympa, ça permet de toucher du monde en extérieur, mais ça ne remplace pas le contact humain, le contact physique, et surtout les liens qu'on crée avec ces jeunes et ces personnes moins jeunes aussi qu'on accompagne, parce que c'est ce lien-là aussi qui les engage et qui fait qu'on va les toucher et qui fait qu'ils vont être engagés et qui fait que quand ils sont en groupe, eh ben, ça crée une cohésion de groupe, qu'ils vont s'engager les uns les autres, qu'ils vont s'entraîner les uns les autres. Et malheureusement, le digital, il est un peu moins pertinent là-dessus, sur la création du lien, je dirais. Merci Ryan. Alors juste pour terminer et redonner la parole à chacun d'entre vous pour le mot de la fin, est-ce que vous avez une action concrète, un petit message à donner à tous les participants et ceux qui nous regarderont en replay voilà, vous avez 10 secondes devant vous. À vous de jouer. Je commence par Sandrine peut-être. Oui, ben moi j'ai envie de dire, soyez curieux, hein. Vous l'avez été en venant sur ce webinaire, donc soyez curieux. En fait, l'orientation professionnelle, c'est vraiment beaucoup de hasard. Voilà, donc il faut être super curieux. Et puis, il faut se dire que, en fait, il n'y a pas un enjeu super méga important parce que on choisit pas un boulot pour 40 ans aujourd'hui, on choisit un boulot pour quelques années. Donc, c'est super intéressant de papillonner. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, on n'utilise plus ce terme de papillonner parce que quelqu'un qui fait plein de métiers différents, bah, c'est quelqu'un qui est dans l'air du temps et qui développe ses soft skills. Donc, franchement, tentons l'aventure. Il y a juste en amour où il faut être fidèle. D'un point de vue professionnel, il faut papillonner. Merci Sandrine. Armand? Non, moi, mon principal message, je pense qu'il va être dans la lignée de ce qu'a pu dire Sandrine. Les métiers, on va en changer au fil du temps, ils évoluent. Et je pense que le digital a son rôle à jouer là-dessus. Ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ce que vous aimez faire aussi et comment est-ce que vous pouvez le mettre au service de l'environnement professionnel. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça puisse justement rentrer dans les savoir-faire qui sont demandés dans des emplois. Donc, soyez très curieux, développez justement vos compétences, soyez à l'écoute de vous-même et surtout gardez confiance et continuez de croire en vous parce que je pense que vous êtes les premières personnes à devoir croire en vous et en ce que vous êtes capable de faire parce que je suis sûr que chacun d'entre nous, on a du potentiel pour accomplir ce qu'on souhaite faire. Merci Armand. Vincent? Oui, moi, ce serait changeons de regard les uns sur les autres, changeons de regard sur les employeurs, changeons de regard sur les chercheurs d'emploi, changeons de regard sur les services publics de l'emploi, parce que tout le monde évolue et c'est la raison pour laquelle on a créé un laboratoire où, avec des employeurs, avec le service public de l'emploi, on réinterroge les process de recrutement et d'intégration dans l'emploi pour les personnes en recherche d'emploi. Voilà, donc changeons de regard. Et ce lab s'appelle le lab2e.org. Merci Vincent. Ryan? Alors moi, si j'avais un petit mot pour la fin, c'est ne soyons pas complexés. Nous avons tous des compétences, tous des valeurs qui peuvent matcher avec des entreprises, des associations avec lesquelles on peut être en lien. Donc, il ne faut pas se fermer de porte. Il y a une étude qui dit que les femmes ont besoin qu'il y ait 70% de l'offre d'emploi qui correspondent à leurs compétences pour se positionner, les hommes 50%. Moi, je dis que tant que les soft skills correspondent, la compétence technique, elle s'acquiert. Donc, ne soyons pas complexés. Merci Ryan. Et Maëlys? Moi, je pense que en action super concrète, en tout cas, la chose qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important aussi, c'est de se préparer. Et par exemple, moi, en action super concrète, ce que je vous inviterai à faire, c'est d'aller voir des exercices de découverte en ligne. Par exemple, donc sur nos sites des écoles, Open Classroom, Udemy, Funmook. Mais voilà, de se préparer, d'aller à la découverte en fait. De pas se bloquer, de pas se mettre de barrières, mais au contraire
d'enrichir ses connaissances et de voir si ça vous correspond. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour ces témoignages et ces infos précises qui, je pense, donnent avoir une belle image de la technologie au service justement de l'emploi, de la formation et ainsi de suite. Et moi, je pense aussi que tout ça nous permet vraiment maintenant d'être plus sur la révélation des potentiels. La technologie nous aide beaucoup à ça. Les open badges, on les utilise vraiment dans ce sens-là pour révéler des potentiels et faire en sorte qu'on ne choisisse pas un métier par défaut, on le choisisse vraiment en fonction de qui on est, de ce qu'on a envie de faire. Et voilà, je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre, d'autant plus quand on voit tous les enjeux qui nous font face et pour lesquels il va falloir coopérer et être motivé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces témoignages et Agathe et Julia, je vous rends l'antenne. Merci. Merci beaucoup pour cette table ronde. Franchement, j'ai énormément appris de choses. En plus, c'est hyper positif. Genre, je sens une vague d'énergie positive de faisons-nous confiance, papillonnons pas en amour, on a compris. Mais donc, c'était vraiment trop, trop chouette.